Florence est un jeu dans lequel on accompagne une demoiselle à travers les différentes étapes d'une relation présentées sous la forme de mini-jeux. Au moment du premier encart, avec le beau brun qui nous a laissé son numéro, il se passe ça. Les deux personnages discutent et nous, on doit reconstituer chaque bulle de dialogue de Florence comme un petit puzzle. Plus le temps passe, plus la conversation avance et plus les puzzles sont simples. Il y a de moins en moins de pièces, les bulles apparaissent de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus à réfléchir. Sans aucun mot et à travers des mécaniques très simples, Ken Wong arrive à retranscrire le stress d'une première rencontre, la complicité qui s'installe progressivement entre deux personnes et l'évidence qui leur tombe dessus. Et même si dans sa globalité le jeu il est pas incroyable, ce passage il est super malin, parce qu'il nous fait ressentir quelque chose de complexe avec du gameplay. Et pour commencer cette nouvelle année de Loop, on a donc voulu s'intéresser à ces jeux qui ont provoqué en nous des émotions complexes grâce à des ressorts purement vidéoludiques. Comment la conjonction de tous les outils à la disposition des designers leur permettent de nous mettre dans des états précis et qu'ils n'auraient pas pu provoquer à travers une autre forme d'expression. Et forcément, cet épisode va spoiler, et même bien salement. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre un petit indicateur de spoil relatif au jeu montré à l'écran pendant toute la durée de l'épisode, avec à côté le timecode pour passer au suivant. Après, dans une époque où plus personne n'a le temps de jouer à tout ce qui sort et de finir ses propres jeux, est-ce que vous spoiler ce n'est pas finalement vous rendre service ? Je vous laisse y réfléchir, générique. La première chose qui me vient en tête quand il s'agit d'engager les joueurs et joueuses sur le plan émotionnel, ce sont les fameux choix narratifs. Les BioWare, les Telltale, les Quantic Dream, les Dontnod et un bon nombre de gros AAA sortis ces 10 dernières années se reposent sur des dialogues à choix multiples qui auront un impact relatif sur la direction que prendra le scénario et le destin des personnages en place. Ici, l'engagement se fait par la demande d'une prise de position. On nous pose l'éternel choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, et on se retrouve forcément impliqué dans l'histoire puisqu'on devient, d'une certaine façon, co-auteur de celle-ci. Mais la force émotionnelle de ces titres ne tient pas tant de ces choix que des conséquences de ceux-ci. Dans un jeu vidéo, toute action a une forme de feedback, et c'est justement par la réponse à nos choix que ces jeux vont chercher à nous bousculer. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. Est-ce qu'on a négligé le sort d'un personnage au profit d'un autre et qu'il va finir par se faire zigouiller alors qu'on commençait à s'y attacher ? Est-ce que nos ambitions personnelles pour notre avatar mèneront l'univers tout entier vers une destruction certaine ? Est-ce qu'on protégera notre amie d'enfance de son beau-père alors qu'elle fume des grosses d'air ? Ces jeux à choix tentent de nous engager et de nous responsabiliser en nous offrant toujours le dernier mot et en nous rappelant régulièrement ce que cela implique. Ou presque, puisqu'avec le temps et à l'époque des let's play complets sur YouTube, on a commencé à se rendre compte de l'artificialité de la chose. Et que derrière la promesse de milliers d'embranchements possibles se retrouvent finalement des arbres aux branches bien similaires, avec parfois de simples échanges d'assets et de dialogues. Un bordel monstre qui tient sur l'illusion, et comme avec les tours de magie, une fois qu'on connaît le truc, c'est toujours moins impressionnant. Et puis en se reposant sur des embranchements, on reste assez premier degré. Comme on nous présente constamment des dilemmes, on sait quelles actions peuvent avoir un impact. Pour quelque chose d'un peu plus subtil, il faut à mon sens aller voir du côté des jeux de gestion. On peut penser à des jeux comme XCOM, Fire Emblem ou Darkest Dungeon dans lesquels nos personnages n'ont qu'une seule vie et que ce sont de nos choix tactiques que découleront leurs sorts. Que ce soit par leur écriture, leur customisation ou même leur capacité en jeu, plus on passe de temps avec eux, plus on s'y attache, et quand vient le moment où il faut soit en sacrifier un, soit abandonner la mission, on se retrouve face à un vrai dilemme sans qu'il y ait besoin de mise en scène particulière. Oh my god. And the poison? Are we not poisoned? Oh! Reed's down! No, please, no! Damn it. Dans le genre, This War of Mine est peut-être le titre qui pousse le bouchon le plus loin, puisque l'aspect gestion n'est justement là quasiment que pour mettre en valeur la vie et la mort des personnages dont on s'occupe. Drozdovski, le directeur du jeu, explique qu'il recherchait avant tout à proposer une expérience plutôt qu'un type de jeu spécifique. Toutes les décisions qu'on prend, si elles sont principalement dictées par des intérêts entre guillemets statistiques, ont aussi des répercussions sur la psychologie des personnes sous notre responsabilité. Et les conséquences de nos actes vont être d'autant plus percutantes qu'elles mêlent à la fois nos émotions et notre raison. Ce qui les rend encore plus crédibles et participe à construire l'expérience de la survie dans le quotidien de la guerre. D'ailleurs, Frostpunk, qui est un peu la suite spirituelle de This War of Mine, n'arrive pas vraiment à créer de moments d'émotion. On sent que l'envie est là, on nous demande d'envoyer des gosses au charbon et de balancer nos morts dans des fosses gelées, mais ça ne fonctionne pas aussi bien. Et c'est peut-être une question d'échelle.
Comme on a beaucoup plus de gens à gérer, même s'il y a des noms et des petites histoires derrière, l'empathie est beaucoup trop en retrait par rapport aux chiffres. La gestion l'emporte sur l'émotion. Enfin, difficile de ne pas mentionner Papers, Please qui a surpris tout le monde en 2013 en nous faisant jouer un douanier qui doit faire de vrais choix pour aider sa famille et s'impliquer ou non dans l'avenir de son pays. Lucas Pope nous demande de résoudre des puzzles en recoupant les informations qu'on a à notre disposition, mais ce qui compte, ce n'est pas seulement de détecter les irrégularités, mais de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on obéit sans se poser de questions parce que tout pour la MIF, ou est-ce qu'on laisse filer pour espérer un changement de la société totalitaire d'Astorska? C'est à nous de voir. Et bien sûr, chacune de nos décisions aura un impact sur le déroulement du jeu et donnera sur une des vingtaines de fins qu'il propose. Mais il n'y a pas que les choix qui permettent d'impliquer émotionnellement les gens. À travers de simples interactions, on peut faire passer beaucoup de choses. Alors ne rigolez pas tout de suite, mais les QTE, les interactions contextuelles, quand elles sont bien faites, peuvent déjà être vachement percutantes. Si bon nombre de jeux de la génération précédente en ont usé et abusé, il reste tout de même quelques moments de jeu qu'on peut retenir. Dans l'ouverture de God of War 3, le combat titanesque contre Poséidon se terminait par un Kratos au summum de son sadisme qui crève les yeux du gonze déjà bien amoché. En nous plaçant du point de vue de ce dernier et en nous faisant appuyer nous-mêmes sur les deux joysticks de la manette, Santa Monica nous faisait ressentir toute la violence de la chose et la colère aveugle de son Spartiate. Dans un autre style, on peut parler du fameux passage du micro-ondes dans Metal Gear Solid 4, qui nous faisait ressentir toute la douleur et la détermination de Snake en nous forçant à marteler le bouton carré comme des malades pendant 5 bonnes minutes. C'est l'enfer, ça fait mal aux doigts, ce n'est clairement pas un modèle d'accessibilité, mais il faut reconnaître que ça permet de transmettre le propos de la scène sans aucun filtre. Au-delà des QTE, les contrôles peuvent aussi provoquer un ressenti particulier dans un contexte particulier. Si Journey a autant marqué, ce n'est pas seulement pour son multijoueur anonyme qui force à trouver des moyens de communiquer sans pouvoir se parler. Le jeu de Genova Chen réussit à nous faire ressentir des choses différentes, rien qu'en gérant la vitesse avec laquelle on peut se déplacer dans les différentes parties du jeu. La glissade jouissive sur le sable au début nous enthousiasme et nous libère, l'avancée dans la montagne est une épreuve de détermination et on doit pousser sur le stick juste pour faire quelques pas, et pendant le final, on virevolte, on danse même jusqu'en haut de la montagne dans une euphorie colorée. Pendant ces 3 moments, on fait la même chose avec notre pouce, on appuie sur le stick gauche et pourtant il en ressort 3 sensations bien distinctes. Pour rester sur l'utilisation des sticks, on peut penser à Brothers A Tale of Two Sons, le premier jeu de Joseph Fares qui nous a livré le très moyen A Way Out l'année dernière. S'il s'agit aussi d'une histoire centrée autour de 2 personnages, cette fois-ci ce n'est pas de la coop à 2, mais de la coop tout seul sur une seule manette. Chaque frère est attribué à une moitié du pad, l'aîné se joue avec le stick gauche et les gâchettes gauche, et le cadet, le stick droit et les gâchettes droites. La force du jeu, c'est de nous éduquer à faire correspondre une main à un frère. On fait des puzzles, on résout des énigmes et ça fonctionne plutôt bien. Mais quand le grand frère meurt au bout du périple, c'est aussi une de nos mains qui ne sert plus à rien. Elle ne s'incarnera qu'une dernière fois à travers une voie pour donner du courage au petit devant la traversée d'une grande étendue d'eau. En assimilant une main à un personnage et en nous retirant ce contrôle à la fin du jeu, Joseph Fares arrive à nous faire ressentir la solitude du petit frère puisqu'on ne joue plus qu'avec une partie de la manette. Un peu dans le même genre, mais avec un budget un poil plus élevé, le dernier God of War nous fait associer Atreus au bouton carré. En appuyant dessus, on lui donne des ordres, on le fait attaquer ou interagir avec des objets. Mais quand celui-ci ne nous écoute pas, soit parce qu'il est dans ses pensées, soit parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, on a beau appuyer sur carré, rien n'y fait. Et cette perte de contrôle physique fait qu'on sent d'autant plus la distance qui se met entre Kratos et son fils à certains moments de l'aventure. Une idée de game design dont on peut d'ailleurs voir les prémices dans The Last of Us, qui a beaucoup influencé le titre de Santa Monica. Ellie. Ellie. What? The ladder. Come on. Right. Mais récemment, un jeu a poussé beaucoup plus loin l'utilisation des contrôles dans un but narratif. Ce jeu, c'est What Remains of Edith Finch. Le dernier titre de Giant Sparrow est ce qu'on appelle un walking simulator, mais dans les faits, c'est un jeu choral composé de scénettes nées de différents prototypes et qui se joue donc toutes différemment. À chaque fois, les possibilités d'interaction sont uniques et essaient de nous faire ressentir la personnalité de la personne qu'on incarne. Leur seul point commun, c'est qu'elles se terminent toutes par la mort. Parmi les plus marquantes, on peut retenir la scène de la balançoire dans laquelle il faut faire des va-et-vient de plus en plus larges pour prendre de la vitesse, tout en sachant que c'est ce qui nous mènera au moment fatal. Il y a aussi celle de la baignoire, avec un accident tragique déguisé en balai de jouets dans l'eau, qui danse selon l'imagination du bébé et du joueur. Mais le passage le plus fort du jeu reste évidemment l'histoire du frère d'Edith.
Forcé de bosser dans une conserverie et en proie à une profonde dépression, Lewis coupe des têtes de poisson à la chaîne pour les jeter et laisser le reste finir en conserve. Son geste, c'est à nous de le faire. Si au début on prend notre temps, très vite on arrive à choper l'automatisme et on décapite la poiscaille sans y penser. Le jeu en profite pour nous faire plonger en même temps dans les rêves d'aventure de Lewis. Pendant qu'il bosse, il s'évade dans son monde intérieur où il est un grand héros. Avec la main gauche, on le dirige à travers ses aventures qui prennent de plus en plus de place sur l'écran et qui laissent notre main droite travailler à l'aveugle. Comme tous les membres de la famille Finch, Lewis meurt à la fin de la scénette. Dans son rêve, il se fait guillotiner. Dans le monde réel, il se suicide. Ce chapitre, au-delà de son propos, fonctionne incroyablement bien parce qu'il arrive à nous faire ressentir toute l'aliénation du boulot à la conserverie. Le fait qu'on soit capable de le faire à l'aveugle montre à quel point c'est un acte abrutissant. On s'évade avec Lewis, mais son désespoir reprend le dessus et nous piège comme lui se sent piégé. Il ressort du jeu un fatalisme terrifiant et qui est d'autant plus fort qu'on le ressent dans nos propres mains. On comprend les choses en jouant et c'est par l'interaction que l'histoire se raconte. The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Et je me rends compte que cet épisode va être placé sous le signe de la déprime. Mais je pense qu'on tient un truc avec cette idée de comprendre en jouant, parce que si on prend le temps de réfléchir et de questionner ce qu'on fait en jeu, on peut tirer un sens nouveau de nos actions. En 2006, Shadow of the Colossus arrivait à créer un vrai moment de réalisation de jeu sans avoir à nous dire quoi que ce soit. Tout au long du jeu, on cherche et met à mort des colosses, des créatures gigantesques qu'il nous faut escalader et planter dans des points faibles précis. Ils sont évidemment bien plus puissants que nous et tentent de nous dégager avec différentes attaques. Et on les enchaîne sans trop se poser de questions jusqu'à ce qu'on ait à s'occuper de Phalanx, le 13e colosse. Phalanx, c'est un gigantesque dragon des sables qui virevolte au-dessus d'un désert. Si au départ on garde nos distances de peur de prendre une tatane monstrueuse dans la tronche, très vite on se rend compte qu'il ne nous fait absolument rien. Jamais il ne ripostera ni même se défendra jusqu'à ce qu'on le tue. Et c'est normalement à ce moment qu'on commence à se rendre compte de nos actes, que ces monstres gigantesques, ces boss qu'on a toujours cherché à vaincre, ce ne sont pas eux qui se sont mis sur notre chemin, c'est bien nous qui sommes allés les abattre sous les ordres d'une entité ambiguë. Et il y a quelque chose de profondément mélancolique qui naît en nous à ce moment-là, parce que Phalanx c'est un colosse majestueux, et nous, le petit moustique de service, on va le mettre à terre pour des raisons obscures. Et comme le jeu ne nous donne pas le choix, on doit tuer pour continuer, il crée un décalage entre notre volonté réelle et nos actes virtuels. Et ce paradoxe vidéoludique est très fort à vivre. Ok, maintenant on va essayer de trouver des trucs un peu plus positifs. D'abord, on peut parler de Céleste. Ah oui, c'est bien, l'anxiété, la dépression, tout ça. Alors c'est vrai que Madeline, l'héroïne, souffre de problèmes mentaux. Mais tout le jeu est justement une métaphore du combat contre ces problèmes qui se matérialise dans la personne de Madeline. Chaque rencontre avec elle est une forme de crise qu'on va d'abord subir, puis surmonter dans les derniers instants de jeu. La grande réussite de Céleste, c'est d'arriver à coupler gameplay et narration pour nous transmettre précisément le ressenti de Madeline. L'affrontement final nous demande de persévérer, de ne pas baisser les yeux devant Madeline et de prendre littéralement, ou plutôt ludiquement, le dessus sur elle. Et cette justesse dans l'émotion, elle arrive à prendre forme seulement parce qu'on comprend et qu'on joue en même temps. Autre jeu de l'amour, Undertale est aussi un titre qui arrive à créer en nous toutes sortes d'émotions par le gameplay. D'abord, c'est un de ces jeux qui nous renvoie à nos choix sans nous coller des dilemmes devant le nez. On peut tuer tout le monde, tuer personne, ou seulement certains personnages, et ça aura une influence considérable sur l'histoire du jeu. Mais c'est justement pendant les affrontements qu'on mesure l'importance de nos choix. Vouloir épargner quelqu'un, ça demande de jouer différemment, d'esquiver, de constamment essayer de désamorcer les choses. A l'inverse, vouloir tuer demande d'aller au bout de sa démarche, même quand nos attaques sont de plus en plus faciles à placer, parce que l'adversaire ne peut plus riposter. On ressent nos choix dans l'action, et ça les ancre d'autant plus dans la réalité du jeu et dans la nôtre. Alors bien sûr, on ne pouvait terminer cet épisode qu'avec Nier Automata. Le jeu de Taro Yoko est une œuvre complexe et singulière qui mélange beat'em all, RPG, science-fiction et existentialisme. Et entre vous et moi, je ne vais pas faire semblant d'en saisir toute la portée philosophique. Par contre, comme toutes celles et ceux qui l'ont vécu, la séquence du générique de fin reste un gros moment de jeu vidéo pour moi. Dans la forme, le passage est très simple, c'est du shoot 'em up et on tire sur les crédits du jeu. Mais bien vite, on se rend compte que c'est impossible d'aller au bout. Le bullet hell prend des proportions bien trop grandes et on ne peut pas tenir. Le jeu nous offre alors la possibilité d'abandonner, mais on commence aussi à voir des messages d'encouragement qui semblent écrits par d'autres joueurs. On reprend donc le combat, on meurt de nouveau, et de plus en plus de messages d'encouragement s'affichent à l'écran jusqu'à ce qu'ils s'incarnent à nos côtés dans le combat en attaquant et en nous protégeant.
Avec leur aide, on peut aller au bout et vaincre les crédits. Mais vient après un dernier message. Il nous demande d'abord si on veut nous aussi laisser un message aux autres joueurs. Et il nous demande ensuite si on veut aussi les aider, mais il nous prévient. Pour ça, il faut supprimer notre sauvegarde. À ce moment-là, on comprend que ces petits vaisseaux qui sont venus nous aider ont déjà fait ce choix, que si on a pu y arriver, c'est parce qu'ils ont sacrifié leur sauvegarde pour être là à nos côtés. Et je pense pas pouvoir rendre justice à ce moment-là avec des mots, parce que ce qu'on a tous ressenti, c'est à la fois simple et hyper complexe. Simple parce que c'est un élan de solidarité, d'humanité que nous sommes tous capables de vivre. Complexe parce que ça tient sur tout un délire méta autour de la sauvegarde comme quelque chose de précieux et personnel, et que toute une vie à jouer nous a appris à valoriser de manière un peu absurde, puisque c'est finalement une trace virtuelle de nos actes. Taro Yoko utilise la grammaire du médium et notre compréhension de celle-ci pour générer en nous un sentiment qu'aucune autre forme d'expression ne pourrait atteindre de cette façon. Évidemment, il nous est impossible d'être exhaustif, et chaque année qui sépare la sortie de cette vidéo et votre visionnage de celle-ci la rendra un peu plus incomplète. Mais en un sens, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que le jeu vidéo ne cesse de s'enrichir d'expériences qui nous permettent de ressentir des choses qu'on ne pensait pas trouver un jour dedans. Que ce soit avec des petites idées d'interaction toutes simples ou des procédés ambitieux qui mêlent gameplay et narration, les designers ont encore le champ libre pour expérimenter et nous faire ressentir des choses de façon unique, mais surtout vidéoludique.